L'aventure, elle est là, elle est au pas de ta porte. Tout est possible. Sauf qu'à un moment, il faut y aller. Et il n'y a pas de plus tard. T'y vas, allez, bam, c'est parti. On y va, c'est parti. Et si tu comprends que c'est tout de suite ou jamais et que tout est à ta portée, alors ma foi, le sport, c'est extraordinaire. Le sport, c'est la vie sans sport, voilà, c'est difficile quand même, je pense. Voilà. Hello, c'est Loïc Blanchard, le créateur et host du podcast indépendant Les Frappés. Je suis un ancien sportif de haut niveau, aujourd'hui reconverti en sportif aventureux, mais aussi entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. Passionné d'outdoor et de défis en tout genre, j'ai voulu créer une communauté autour des valeurs de résilience, de dépassement de soi et de détermination, en vous offrant chaque semaine des conversations inspirantes avec des invités incroyables issus d'univers très variés. J'ai reçu aussi bien des athlètes olympiques que des entrepreneurs à succès, des aventurières professionnelles ou encore des anciens des forces spéciales. Leur point commun, la passion pour leur projet et l'audace de se lancer. Alors fonçons ensemble découvrir mon invité de la semaine. Excellente écoute à vous les frappés. Donc là, ça enregistre. Tu m'entends toujours correctement ? Ouais, c'est bon, parfait. Génial, bon, moi aussi. Est-ce que tu as des questions avant qu'on se lance ? Non, pas particulièrement. Non, je Non ? maîtrise le. Non, je pense que ça devrait. Ouais, t'es Non. habitué. Enfin, habitué peut-être pas, mais en tout cas, non, ça va. T'en as déjà fait, ouais. Bon, de toute façon, je Tu te pars dis ce que sur quoi? j'avais. Tu pars sur 1 heure, à peu près? J'ai pas vraiment de chrono, à D'accord. moins que toi t'en aies un, mais Non. non, bah écoute, ouais, pour moi on verra. Tant qu'il y a des choses D'accord. intéressantes à se raconter, c'est pas, enfin, Ça j'ai pas de marche. chrono. D'accord. Juste pour te dire ce que j'avais en tête, bon, le classique, hein, si tu écoutes le podcast, je Oui, pense que je t'inviterai à te présenter. Et oui. puis après, on échangera par rapport un peu à ton parcours et peut-être qu'on pourra faire un zoom sur certaines épreuves qui, toi, t'ont marqué. D'accord. Peut-être la RAF, ton UTMB, qui est quand même, tu vois, première fois qu'un cycliste Ouais. pro se lance sur l'UTMB. Donc, voilà, peut-être des expériences comme ça où on pourrait faire des zooms. D'accord. Et puis voilà, en gardant en tête les 3 thématiques, résilience, détermination, dépassement de soi. Mais bon, ça, tu Ouais. connais très bien. Ouais. D'accord. Pas de problème. Ça marche ? Pas de problème, ça marche, Loïc. Trop bien. Eh ben écoute, tu me dis quand t'es prêt. Attends, je mets mon téléphone dans mon avion. Hop. Tu me dis quand t'es prêt, que t'es bien installé, que t'as ton verre d'eau, et puis on y va à fond. Je suis prêt. T'es prêt ? Ouais. Eh ben écoute, bienvenue Eric sur le podcast. Bonjour Loïc. Bonjour à tous. Je suis ravi qu'on ait enfin réussi à caler cet enregistrement. On se le disait là en off, ça doit faire quasiment 1 an, je pense que on a eu des messages, des allers-retours, des tentatives pour fixer des dates qui n'ont pas été fructueuses, etc. Donc là, ça y C'est est, vrai. on y arrive. Enfin, je suis trop content que tu puisses être là avec nous aujourd'hui C'est gentil, pour, ouais. pour nous partager ton parcours qui est quand même assez incroyable. Et puis qu'on échange un peu autour de ces thématiques que tu connais très bien puisque tu écoutes le podcast, résilience, détermination, dépassement de soi. Oui. Mais ce que je te propose, c'est peut-être tout simplement de commencer par nous expliquer qui est Eric. Eh bien, je suis donc Eric Le Blaché, j'aurai 44 ans le 21 mars prochain. J'ai été coureur cycliste professionnel durant 6 années. Après avoir été cycliste de haut niveau, j'ai participé au championnat du monde à Plouay en 2000 en catégorie espoir. Et donc, je suis passé professionnel dans une équipe World Tour. J'y suis resté 6 ans au total, entre le Crédit Agricole et la Française des Jeux, devenue depuis Groupama FDJ. Et puis, j'ai volontairement arrêté ma carrière cycliste professionnelle alors qu'on me proposait 2 années de contrat et on me doublait mon salaire. Pourquoi j'ai arrêté? Parce que j'avais envie de donner un nouveau sens à ma vie. Il me semblait qu'une vie bien épanouie, enfin j'ai toujours la conviction qu'une vie épanouie et réussie est une vie où on arrive à cocher toutes les cases et non pas où on creuse une seule case au plus loin qu'on peut. Donc je m'étais dit qu'à l'aube de mon dernier jour, avoir été pro 5, 7, 9, 11 ou 13 ans, ça s'appelle avoir été pro, tout simplement. La diff, c'est certainement une question financière. Mais c'était pas mon cheminement, le moment présent en tout cas. Donc j'ai
déchiré mon contrat en quelque sorte quand Marc Madiot m'a proposé. Et puis j'ai donc trouvé un emploi et en lien avec le sport toujours. Et puis j'ai continué le sport parce qu'il était bien entendu pas question de parler de fin de carrière. Je me suis lancé dans la course à pied, dans le vélo toujours, mais plutôt dans l'ultra. J'ai vite fait les 24 heures du Mans vélo, j'ai vite fait les 24 heures du Castellet vélo, beaucoup de longues distances. J'avais établi un record sur 24 heures montée de l'Alpe d'Huez. Pardon, j'avais continué un peu les épreuves avec un dossard et puis je me suis rendu compte que de moins en moins ça me correspondait. J'étais plus porté sur l'aventure. Enfin, sur l'aventure, c'est un terme un peu vague au final. Hein. Chacun a défini ses propres barrières concernant une aventure, mais moi en tout cas, je trouvais que c'était aventureux ce que je faisais. Donc j'ai aimé me lancer sur des terrains aventureux et en course à pied pareil. Et 15 ans plus tard, puisque ceci s'est passé début 2007, la fin de ma carrière professionnelle, j'ai eu aucun regret. Voilà, j'ai jamais eu aucun regret. J'ai quitté le milieu sans fâcherie. J'ai toujours gardé de très bons rapports avec des coureurs cyclistes et avec des directeurs sportifs, avec des dirigeants. Donc j'ai été ensuite consultant sur Canal+ Sport et sur Sport Plus à l'époque. Et voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je suis mi-cycliste, mi-coureur à pied. Mais j'aime toujours dire que je suis un cycliste qui pratique la course à pied et je ne serai jamais un coureur à pied. Voilà, parce que c'est pas moi en fait. Voilà, moi c'est sur un vélo en fait. Voilà, je rigole souvent parce que ma femme Steph me dit que quand je mets mon cuissard et mon maillot, c'est mon plus beau costume. Voilà, elle me dit souvent ça. Mais c'est vrai que c'est certainement mon plus beau costume parce que je suis voilà, je suis bien, je suis à l'aise. Voilà, mon vélo c'est mon truc quoi. Donc la course à pied, beaucoup de course à pied, beaucoup de vélo encore. Et puis un métier maintenant, 2 enfants et puis beaucoup de voilà, beaucoup de projets, beaucoup d'envies et puis un angle de vue concernant la vie qui s'est un peu élargi au fil des expériences, au fil aussi de ce que la vie vous offre, de bon et de moins bon. Et voilà, et j'essaie de profiter de chaque jour parce que hier je repensais, je me disais hier j'avais 40 ans et 21 mars j'en ai 44. Mais en fait, il s'est passé 4 ans, quoi. C'est juste fou. Je me projette, je me dis 44 et 4, 48, 48 et 4, 52. C'est fou, en fait, la vitesse du truc, quoi. C'est fou. Donc, il n'y a pas le temps, si tu veux, Loïc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a pas le temps. Il y a pas le temps. Des fois, on me dit, mais toi, tu te fous de tout. Ouais, parce qu'en fait, j'ai pas le temps, si tu veux, tu vois. J'ai pas le temps de m'attacher. On me dit aussi, tu te fâches pas, toi, ça t'énerve pas ça. Si, mais on n'a pas le temps en fait pour ça, tu vois. On n'a pas le temps pour les conflits, on n'a pas le temps de se fâcher, on n'a pas le temps de faire on n'a pas le temps quoi en fait, on n'a pas le temps de faire la gueule et tout quoi. C'est du temps de perdu honnêtement. C'est parce que à chaque fois quand tu fais la gueule à quelqu'un, à chaque fois ça se rabiboche. T'es d'accord avec moi? À chaque fois ça se remet plus ou moins. Et tu te dis en fait on a perdu une semaine, on s'est fait chier pour rien. Ouais. Donc voilà, j'essaie de développer du mieux que je peux cette carte-là du pardon, de la résilience, comme tu dis, voilà, de faire d'une difficulté une force. Quand il m'arrive un problème, d'abord je l'encaisse et après je me dis, écoute, comment tu peux faire en sorte que ça devienne un plus, que ce soit du positif. Donc j'essaie de transformer ça. Chaque problème, j'essaie qu'à un moment, ça puisse être plutôt un avantage, une Ouais. force. Voilà. Pas facile, mais en tout cas, c'est le projet. 100%. Ouais, c'est clair, pas Voilà. facile, mais Ouais. ouais. Mais 100% d'accord avec toi. Et je crois que c'est. Enfin, je crois pas, je sais que c'est Mike Horn qui disait ça, qui utilise cette petite image qui parle beaucoup. La vie, c'est 30 000 jours à vivre en moyenne. Ah bah ouais, Donc c'est d'accord. clair que ouais, quand tu fais le bilan et que tu as passé une semaine, tu vois rien faire dans le canapé ou que tu Ouais. repousses année après année des projets qui te font rêver, tu dis bon, là il y a 300 et quelques jours de moins sur le calendrier, donc qu'est-ce que Ouais. je fais pour les prochains? Ouais, Ouais, j'adore en ouais. tout cas cette approche. Ouais. Bon. Super, bah, punaise, quel parcours! Peut-être qu'on peut commencer par le cyclisme. Moi, je serais curieux de savoir, c'est un univers que je connais pas du tout. Alors bon, comme tu le sais, je connais un peu Arnaud. J'ai déjà eu quelques invités de l'univers du cyclisme sur le podcast. Arnaud, Steven, récemment Marjorie, qui a aussi fait la RAF, que tu avais peut-être croisé. Mais je serais curieux de Oui. savoir, d'un point de vue pro, déjà comment ça s'est fait. Parce que moi, j'ai une certaine peut-être perception, croyance, tu vois, autour de l'univers du cyclisme comme quelque chose de très très dur avec énormément de concurrence. Donc, comment est-ce que tu en es arrivé à devenir pro et ensuite, à quoi est-ce que ton quotidien ressemblait pendant ces 7 années que tu as passées
d'abord au sein de l'équipe Crédit Agricole, puis FDJ? Eh bien, je suis arrivé au vélo par l'intermédiaire de mon papa qui faisait du vélo, donc ça a été une source d'inspiration. Et donc, j'ai toujours essayé de faire ça un peu sérieusement. J'étais pas le plus fort, mais je pense que j'avais un peu le mental. J'essayais vraiment de développer mes capacités en fait. J'avais pas un gros moteur, mais j'essayais de l'optimiser. Et donc j'ai cheminé un peu avec cette conviction que j'allais pouvoir évoluer à haut niveau. Et puis je me suis retrouvé donc dans l'élite du cyclisme français amateur. Et je suis passé professionnel donc au Crédit Agricole après les championnats du monde que j'avais bien réussi parce que j'avais fait plus de la mi-course échappée. On était 4 échappés, c'était en France, enfin c'était super, ça reste un super souvenir parce que les acclamations étaient, enfin ça reste un énorme souvenir pour moi. Et puis j'avais gagné 15 jours avant avec le maillot d'équipe de France, et donc ça reste un grand souvenir. Et Et donc donc je là, me tu suis avais quel retrouvé, âge? et là Pardon. j'avais 22 ans. Voilà, 22 donc ans, ok. je suis passé pro après au Crédit Agricole Espoir. Là j'ai gagné assez rapidement une course en Belgique. Je te la raconte celle-là parce qu'elle vaut quand même un peu son pesant d'or. Donc moi je pèse 65 kilos, 1m84, donc je suis pas du tout taillé pour les courses en Belgique. Et le directeur sportif me dit, bah écoute, toute l'équipe va là-bas, il faut aller là-bas. Ok, je vais là-bas, je me retrouve au départ de la course Bruxelles-Opwick. Une course avec des pavés semi-classiques, que des Belges, que des flahutes à fond classique et tout. Je me dis, qu'est-ce que je fais là? Mais bon, je vois qu'il n'y a pas de vent quand même. Donc la course se fait, on est sur les pavés, etc. Je suis dans les derniers, je suis pas trop motivé, entre guillemets. Je déconne un peu à l'oreillette avec les copains et tout. Et à chaque fois, il y a des chutes, bam, à chaque fois, je suis pas dans les chutes. Donc je suis toujours vivant. Et puis pas de vent, donc ça casse pas. Donc je suis toujours vivant. Et puis il reste 50 kilomètres, et entre deux secteurs pavés, il y a un petit ralentissement. Et donc moi, je suis à l'arrière. Et donc j'arrive de l'arrière lancé dans une cuvette, et je sais pas pourquoi, j'attaque. Voilà. Mais mon attaque, c'est la bonne échappée. On se retrouve à 8 devant, et là, ça change tout en fait. Parce qu'on se retrouve à 8 devant, donc les pavés, c'est beaucoup plus simple, et tout, ça change tout. On arrive au dernier kilomètre, on est toujours 8, je suis toujours vivant, et là, je rattaque. C'est ma deuxième attaque de la journée, hein. Et là, les gars me regardent, il n'y a personne qui va, et je gagne la course Bruxelles-Opwick. Il y a la photo d'arrivée, elle illustre ma joie et aussi ma plus grande surprise, parce que cette course-là, je la refais 99 fois. 99 fois, le premier secteur pavé, il est fatal, hein. Et donc, j'ai gagné une course en Belgique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est quand même toujours possible. C'est toujours possible. La preuve, je suis l'illustration que c'est possible. Voilà. J'ai gagné une course en Belgique alors que ouais, enfin, j'en ris encore. Et d'ailleurs, avec le directeur sportif, on en rit souvent parce qu'il me dit, si toi, t'as gagné Bruxelles-Opwick, alors moi, je peux gagner le Tour de France, quoi. Voilà, bah, c'est un petit peu ça, voilà. Donc, j'ai gagné Bruxelles-Opwick. Ça a été un joli petit tournant aussi dans ma carrière. Après, j'ai fait donc 4 ans au Crédit Agricole. Et en 2005, j'ai pas été conservé par l'équipe Crédit Agricole. Bon, il y a eu des choix un peu stratégiques. L'équipe se tournait vers des recrues qui venaient avec un petit staff et avec des équipiers. Donc, à partir de là, il fallait faire un peu de place dans l'équipe. Et puis on a pris les forces par niveau décroissant, je dirais. Et moi, j'avais eu 2 fractures de clavicule dans l'année, et donc j'avais pas eu énormément de résultats. Mais quand même, j'avais fait d'une étape au Tour d'Autriche. J'avais quand même pas mal de résultats, malgré tout, je trouvais. Mais en fait, ces 2 fractures de clavicule là m'ont été très préjudiciables. Et puis il y a un moment, il y a des choix politico-sportifs qui se font, et donc j'ai sauté. C'était un coup dur pour moi, et c'était vraiment mal engagé parce que j'avais pas trop de contacts. J'en avais un, mais l'équipe finalement n'est pas partie. Enfin, c'était une nouvelle équipe, ça devait se faire, et puis ça s'est pas fait. Mais jusqu'à la fin de l'année, j'ai continué à faire mon travail jusqu'au bout. On avait Thor Hushoff, le Norvégien, qui était leader de la Coupe de France, et donc on a fait la course Paris-Bourges. C'était la finale de la Coupe de France, et j'ai travaillé toute la journée pour lui, donc au devant du peloton. J'ai travaillé toute la journée pour lui. Et là, la course était diffusée sur Canal+, et apparemment, bon, le commentateur, il a plusieurs fois dit, c'est quand même dommage qu'un gars comme Éric Le Vacher, il est toujours pas d'équipe, qu'on voyait le travail qu'il a bas, etc. Et, et le lendemain ou le surlendemain, ouais, le surlendemain, je reçois un coup de téléphone assez tard le soir, je devais être 21h30 par là, de Marc Madiot,
qui me dit tu cherches toujours une équipe, donc déjà très impressionné quand même. Il me dit tu cherches toujours une équipe, je lui dis oui. Ben, il me dit écoute, tu viens demain, tu signes. Alors ça veut dire quoi encore une fois, Loïc? Tu vois, ça veut dire que c'est pas perdu. C'est pas perdu parce que je signe mon contrat fin octobre, alors que c'est vraiment mal engagé. Alors j'aurais pu boudiner, dire j'abandonne toute la fin, toutes les autres cours, j'y crois plus, tout le monde, c'est des cons, de toute façon, voilà. J'ai continué à faire mon travail en me disant bah au pire ça me fera des souvenirs, quoi. J'aurais fait un joli Paris-Bourges et tout, Ouais. puis Tour il sera content. Et j'ai signé. Et là ça a été bam un nouveau tournant dans ma carrière, un peu le coup de bol, quoi. T'as le coup de bol oui et non, je l'ai provoqué, mais en tout cas, je pense qu'on était plusieurs sur le carreau à cette époque-là. Mais moi, ça s'est bien goupillé pour moi. Et j'avais dit à Roger Legel, le manager du Crédit Agricole, j'espère un jour pouvoir te donner tort par rapport à ça, par rapport au fait de m'avoir un peu mis sur la touche, quoi. Puis voilà, ça s'est arrêté là. Et j'ai gagné une course début février, donc quelques mois après. Et là, je t'en livre une autre anecdote, parce que une semaine avant, je vais à des vœux, et il y a le speaker, parce que c'était des vœux sportifs, quoi, d'un monde sportif local, et qui dit donc on accueille Éric Le Blaché dans la salle. Éric Le Blaché, j'espère qu'il va gagner bientôt une course. Et il y en a un qui dit tout fort dans la salle, oui, il va gagner une course le 32 janvier. L'air de dire jamais il va en gagner une. J'ai gagné le 2 février, il s'est pas trompé de beaucoup. Je lui ai envoyé un message, parce qu'à l'époque on n'avait pas de mail. Je lui ai envoyé un message le lendemain ou le surlendemain en lui disant bah écoute, tu vois Jackie, tu t'es pas trompé de beaucoup, hein. J'ai gagné le 2 février, tu m'avais dit que j'allais gagner le 32 janvier. Voilà, ça a été ma petite revanche, et donc j'ai gagné l'étape de l'Étoile de Bessèges en solitaire avec plus de 2 minutes d'avance. Je m'échappe à 50 km de l'arrivée. Dans l'oreillette, Marc Madiot dit parce qu'il voit pas qui est échappé, enfin il voit pas qui attaque, il dit je sais pas si c'est quelqu'un de la Française des Jeux qui est en train d'attaquer, mais surtout vous n'attaquez pas, surtout pas, vous n'attaquez pas, c'est bien trop loin. Je ne sais pas si c'est un de vous parce qu'on était deux échappés dans le groupe, deux de l'équipe dans le groupe. Il dit surtout vous n'attaquez pas. Et là qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retiré mon oreillette parce que j'avais cette intuition là, que c'était maintenant. Et je me suis dit au pire des cas, s'il m'engueule à l'arrivée, je dirais écoute Marc, l'oreillette elle fonctionnait pas. Je suis désolé, j'ai pas entendu. En bas de la descente, donc j'attaque dans un col, et en bas de la descente, j'ai 20 mètres d'avance sur Sylvain Chavanel, pas plus. Je vois ses yeux. Mais je me retourne pas, toujours pas. Je continue. Et je gagne avec plus de 2 minutes d'avance. Wow. Parce que j'y ai toujours cru, en fait. Ouais, c'était une belle victoire. J'y ai toujours cru, et tu vois, encore une fois, ça veut dire que c'est pas perdu, en fait. C'était pas perdu. Un. Et deux, il y a ton intuition, ton truc. Toi, t'y crois pas, mais moi, je crois que c'est possible, par contre. Moi, j'y crois. Et donc, je suis allé au bout, j'ai gagné cette épreuve-là, j'ai fait une très belle année. Malheureusement, je me suis cassé le scaphoïde fin juin, j'ai pas pu faire le Tour de France. J'étais premier remplaçant. Ça a été une déception sur le coup, mais après, le Tour de France, j'ai jamais considéré que c'était forcément la plus grande course du monde. Je trouve qu'elle aliène, elle étouffe beaucoup d'autres épreuves, et elle fait un peu de mal au cyclisme, cette épreuve-là, tellement elle est grande, tellement elle étouffe. Donc, j'ai fait un autre programme à la place, tout s'est très bien passé. J'ai fait une belle Vuelta aussi en étant beaucoup à l'attaque, en faisant un classement final parmi les 30 meilleurs. Et puis là, la Française des Jeux me propose ce contrat-là. J'ai réfléchi, et donc ma femme forcément était décideuse parce qu'elle avait une réflexion elle était un peu en recul sur la situation, donc elle avait un angle de vie qui m'intéressait aussi. Et donc j'ai fait ce choix-là, et je regrette pas, comme je t'ai dit, 15 ans plus tard. Donc ça, c'était la partie pro. Et puis après, je me suis très vite lancé dans le cyclisme amateur avec succès, même si j'ai eu un accident en 2008 qui a été un tournant dans ma vie, quoi, un accident sportif. Ok. Bon, on en parlera très certainement tout petit peu plus tard. Ouais. Mais peut-être sur la partie, cette partie, une fois que tu as été pro, comment est-ce que ça se passe? Et, en fait, je te dis pourquoi je te pose la question, parce que j'ai cette croyance, je pense, que l'univers du cyclisme, c'est un univers qui est particulièrement ingrat, en fait. Tu vois, c'est-à-dire qu'on connaît peut-être quelques noms de quelques personnes, tu vois, moi, sans être pratiquant, celui que je connais, c'est Sagan, tu vois, par exemple, qui gagne un certain nombre d'épreuves, mais je sais pas combien il y en a de centaines derrière lui qui ont peut-être, en termes de performance, qui sont à 99% de ce que Sagan peut faire, mais dont on n'entend jamais parler parce qu'il y a un gagnant sur des centaines de participants. Donc je serais curieux de savoir, tu vois, quelle ambiance est-ce qu'il y a dans ces équipes pro,
Est-ce que ça ressemble plutôt à une famille? Est-ce que c'est un espèce de, tu vois, de terrain miné parce qu'il faut faire super gaffe à comment est-ce que tu t'alignes sur quelle Mhm. course, comment est-ce Mhm. que tu vois, t'interagis avec le personnel, etc. Mhm. Enfin, avec le staff, pardon. Mhm. Donc voilà, je serais un peu curieux de savoir à quoi ça ressemble la vie de cycliste pro. Alors oui, en effet, le cyclisme pro, il a beaucoup évolué ces dernières années. La notion de famille, elle est quand même moins présente et le cyclisme est devenu très international. Et vous avez une équipe comme Israel Startup Nation, par exemple, l'équipe de Chris Froome, où vous avez 16 nationalités représentées au sein de l'équipe. Donc, tout ça, c'est très professionnalisé. Et puis, contrairement au football, vous n'habitez pas tous à proximité les uns des autres. Hmm. Paris Saint-Germain, ils habitent quand même pas tous ouais, tous proches de Paris. Nous, c'est pas le cas. Les avions font leur travail et donc il y en a qui habitent en Espagne, sur Monaco, il y en a qui habitent un peu partout. Donc en fait, on n'a pas souvent l'occasion de se retrouver tous ensemble. Donc ça veut dire que c'est quand même assez impersonnel et chacun a des tâches bien définies au sein de l'équipe. Vous avez quand même des leaders, vous avez ensuite les tâches du dessous avec des concurrents, des coureurs capables d'évoluer sur des terrains bien précis et capables de remporter des épreuves dites plus mineures, en tout cas, des Coupes de France, des étapes. Et après, vous avez les équipiers. Mais dans une équipe, je prends l'exemple de l'équipe Groupama FDJ, où ils doivent être une trentaine en 2022. Je dirais que vous avez à l'intérieur de cette équipe-là 7, 8 coureurs maximum qui sont payés pour gagner des courses. Vous avez Ok. 22 autres coureurs dont le métier, je dirais, est de ne pas gagner de course. Et de ne pas gagner de course. Pourquoi je te dis ça? Parce que un équipier, s'il attaque, il fait une erreur en fait. Il doit pas attaquer. Mais s'il attaque pas, il va pas gagner de course. Mais en fait, son métier, c'est de pas gagner des courses. C'est de permettre à un tel ou un tel éventuellement d'en gagner, ou bien de l'aider à évoluer le mieux possible au sein du peloton, au sein de l'épreuve, au sein de la course par étape. Mais son métier, c'est pas de gagner des courses. Ça veut dire Hmm. qu'en fait, quand tu bascules dans le rang professionnel, c'est une autre approche du cyclisme que tu dois avoir à l'esprit. C'est une autre approche. Tes résultats, la qualité du travail que tu rends n'est pas forcément équivalente au palmarès que tu auras à la fin de ta carrière. On Ouais. te demande pas forcément d'avoir un palmarès en fait. Je tenais, je sais pas, Michael Delage, 17 ans de carrière au sein de la Française des Jeux, il a jamais été payé pour gagner des courses. On lui a pas demandé d'en gagner. Et pourtant, il a fait 17 ans. Donc, je veux dire, c'est quelqu'un qui a, qui a- qui a- qui a donné entière satisfaction à l'équipe. Mais son métier, c'était pas de gagner des épreuves. Donc, ça veut dire que c'est une ambiance de travail. Voilà, c'est un job en fait. Hein. C'est souvent ce que je dis. Hein, tu as des coureurs qui sont très bons en rang amateur et chez les pros, ils n'arrivent pas à performer. Ils n'arrivent pas à bien faire leur travail parce que c'est un job après. C'est pas ta passion. Bien sûr, il faut être Hmm. passionné parce que autrement c'est compliqué. Mais c'est un métier en fait. C'est la différence entre ton sport et ton métier. C'est que bien il faut évoluer avec les avions, les transports, les briefings, les comptes rendus d'entraînement qu'il faut envoyer très régulièrement, avec le logiciel Adams qui doit te permettre d'être localisable tous les jours en cas de contrôle antidopage. Donc ça, il faut le renseigner tous les jours. Il faut que tu renseignes où tu vas. Tous les jours, tu as une plage horaire, en fait, tu dois déclarer une plage horaire où éventuellement les inspecteurs peuvent venir te contrôler. Tu dois pouvoir Tous les dire, jours. tous les jours, tu dois pouvoir Ah. assurer les inspecteurs d'un lieu où ils peuvent te trouver, tous les jours. Donc ce soir, eh ben, je sais qu'entre 19h et 20h, je serai chez moi. Après, le reste, ils ne te demandent pas quand même tout le temps. Mais au moins, entre 19 et 20, tu peux dire, si vous voulez venir, entre 19 et 20, je vous promets, je serai là. Pourquoi je dis je vous promets? Parce que si tu y es pas, c'est un constat de carence, c'est-à-dire c'est un no-show. C'est-à-dire, on s'est présenté, vous n'étiez pas là, un avertissement. Au bout de 3 avertissements, ça peut être 2 ans de suspension. Donc on rigole pas avec ça. Donc tu Ok. peux changer, toujours jusqu'à la veille, tu peux changer, mais tu peux pas changer un quart d'heure avant. C'est-à-dire, ah, finalement, non, on va partir un peu plus tôt, je vais changer. Non, ça c'est trop tard. C'est la veille pour le lendemain. Donc c'est quand même toute une organisation. C'est un job en fait, c'est un métier.
Ouais. Donc, ce qui fait que l'ambiance, elle est un peu, pour revenir à ta question, voilà, c'est plus une ambiance de sport forcément, mais c'est une ambiance de passionnés, mais de passionnés qui effectuent un métier. Moi, je m'y sentais très bien. Je peux pas, j'ai évolué dans des équipes où tout se passait bien, où l'ambiance était très bonne, avec des gens avec des directeurs sportifs qui étaient intellectuels mais qui étaient intelligents, ce qui parfois n'est pas compatible. Mais eux, en tout cas, ils étaient intellectuels et intelligents. Et donc voilà, ça c'est. Moi, j'ai de très très bons souvenirs de mes années pro. Et si c'était à refaire, j'arrêterais toujours au bout de 6 ans, comme j'ai fait. Mais je revivrais tout et peut-être encore avec plus d'intensité. Hein. Donc voilà, le cyclisme pro, pour celui qui veut, qui a les moyens d'essayer d'être coureur cycliste professionnel, bien sûr, il faut aller au bout. Mais il faut savoir qu'il y a très très peu comment t'appelles ça, très très peu d'élus à la fin, hein, et que parfois c'est le coup de pouce du destin qui fait que tu passes. C'est pas forcément le meilleur qui passe pro, c'est parfois un petit coup de pouce du destin. Et puis parfois on décèle des qualités en toi. Moi, j'avais des qualités un peu de puncher, des qualités d'attaquant. On a décelé ça en moi alors que j'étais pas le meilleur amateur français quand je suis passé pro, mais j'ai réussi. Et le cyclisme pro, le cyclisme, c'est quand même un super sport. Ouais, je pense que pour moi, c'est le plus beau sport pour s'ouvrir à la vie, en tout cas. Je pense encore plus que la course à pied. Bah écoute, ça me fait une super transition sur ma question suivante. C'est puisque finalement, tu vois, quand tu es devenu pro à 22 ans, c'est quand même encore relativement jeune en termes d'expérience, non seulement sportive, mais aussi de vie, tout simplement. Oui. Moi, je serais curieux de savoir, tu vois, ces 6 années, en quoi est-ce qu'elles t'ont fait grandir? En quoi est-ce que tu es ressorti différent de ces 6 années pro? Euh, j'ai d'abord appris l'humilité, encore plus parce que les résultats ils viennent moins souvent quand on est professionnel. Et j'ai expliqué pourquoi. J'ai aussi appris à vivre en communauté, encore plus, hein, parce que là, tu fais chambre avec un Norvégien, et puis après, tu fais chambre avec un Suédois, et puis après, c'est un Australien. Voilà, j'ai appris à charabiller de l'anglais, de l'allemand. Voilà, j'ai appris un peu à me débrouiller en langue étrangère. Et puis, j'ai grandi parce que ça m'a certainement ouvert l'esprit sur ce que je voulais vraiment faire dans la vie, en fait. C'est-à-dire que parfois on était au départ je donne un exemple, on était à Milan-San Remo, départ de Milan-San Remo, et il m'arrivait de regarder à travers les vitres du bus et de voir un petit chemin qui partait sur le côté avant le départ, et des gens qui marchaient dans ce chemin-là. Et je me disais, oh, j'aimerais bien être à leur place. Tiens, j'aimerais bien marcher là, comme ça, ça doit être sympa de marcher comme ça, samedi matin, au soleil, dans le chemin. Et après, je me disais, mais Eric, tu te rends compte, le départ de Milan-San Remo, c'est génial. Et après, je me disais, ouais, mais en fait, j'aimerais bien courir là, dans ce chemin-là, ça doit être sympa. Donc, j'avais l'impression parfois d'être un peu en décalage par rapport à mes autres équipiers, en fait. De pas rêver d'une vie faite d'autant de strass et de paillettes que, en fait. Moi, le simple me convenait souvent, en fait. Je me réjouissais plutôt que de me contenter, comme je dis souvent. Et donc, je sais pas si je rêvais de faire des sacrifices de dingue pour devenir un grand champion professionnel. Je parle, voilà. Peut-être qu'il aurait fallu, par exemple, déménager sur la Côte d'Azur pour trouver des terrains d'entraînement et trouver des conditions climatiques qui soient plus opportunes que sur la région parisienne, enfin vers Reims, par où j'habite. Mais, mais en fait, j'avais pas forcément envie de, de, de faire un peu comme tout le monde, quoi. Voilà, j'avais pas envie de forcément tout casser toute ma vie pour des années professionnelles de cyclisme professionnel. Voilà. Donc ça m'a beaucoup appris ça aussi. Ça m'a permis peut-être de savoir ce que je voulais, ce que je voulais pas. Et à 28 ans, du coup, quand j'ai arrêté d'être un professionnel, il était pas trop tard pour pouvoir faire vraiment une deuxième vie, quoi. Voilà. Ouvrir d'autres cases, quoi. Voilà. Excellent. Et alors, ces autres cas, tu nous le disais, ça a été assez rapidement le trail, enfin en tout cas la course à pied sous toutes ses formes, puisque je crois que tu fais pas du tout que des trails, tu as aussi fait pas mal d'épreuves
sur route. Oui. Et le cyclisme amateur jusqu'à l'ultra récemment. Donc, est-ce qu'au moment où tu as arrêté, c'était très clair pour toi que c'était dans ce type de discipline que tu avais envie d'évoluer en amateur? Ou est-ce que ça a été une construction, tu vois, qui est venue petit à petit au fil des expériences? Euh, Oui, enfin la course à pied, je trouvais que c'était un joli terrain d'expression. Donc l'hiver, je pratiquais un peu la course à pied quand j'étais professionnel. Et puis j'avais participé à une course locale et puis ça m'avait plu. Et puis après, ça s'est fait un peu de fil en aiguille. Hein. J'ai participé un peu à des épreuves locales, je trouvais ça sympa. Et puis j'ai participé à un trail. Et là, le côté nature, ça m'a vraiment beaucoup plu. Le côté parce qu'en fait, c'est une autre vision que le cyclisme. Le cyclisme permet d'aller loin, mais on reste quand même toujours sur du bitume, Ouais. alors que la course à pied bah, m'emmène à des endroits où je peux pas aller. En fait, un cycliste ne peut pas aller où moi je vais à pied. Alors que le contraire, on peut toujours courir sur la route. Alors qu'un cycliste, il pourra Ouais, pas c'est aller vrai. sur certains chemins. Donc du coup, c'est un joli complément en fait. Je, je, je trouvais que c'était très sympa et donc j'ai mis un peu de temps quand même. J'ai un peu galéré pour devenir un vrai coureur à pied, enfin un vrai, si tant est que j'en sois un, mais pour 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 euh, percer dans la course à pied parce que j'avais quand même beaucoup de traumatisme. Je trouvais que c'était très traumatisant. Le lendemain, je descendais les escaliers à l'envers, quoi. Vraiment, j'avais mal, j'avais des courbatures et donc je m'étais dit si c'est vraiment tout le temps ça, ça sera vraiment compliqué. Et en fait, je me suis aperçu que le corps il s'est habitué. Le corps il s'habitue à tout, hein, de toute façon. Donc il s'est habitué à la course à pied. Et puis maintenant, voilà, j'ai pas plus de douleur qu'un vrai coureur à pied. Mais au début, j'ai un petit peu galéré, ça m'avait un peu pas découragé, mais je me disais quand même, je continuerai pas non plus comme ça très très longtemps si à chaque fois c'est difficile, quoi. Voilà. Donc la course à pied, elle est venue par l'envie de découvrir d'autres choses. Et puis par l'envie aussi de faire d'autres rencontres et puis de me lancer d'autres défis. En fait, c'est toujours ce côté-là, hein, c'est le côté cap ou pas cap un peu. Ouais. Voilà, c'est que cap ou pas cap. Moi, c'est toujours ça. Tu sais, quand je m'inscris à des épreuves, je regarde toujours la plus longue distance. Toujours, toujours, toujours. Et bien souvent, je m'inscris sur la plus longue distance. Parce que je me dis, bon, si tu as 20, 40 et 200, par exemple, 20, bon, 20, je sais faire. 40, je sais faire. 100, par exemple, 100, c'est compliqué, mais je sais faire. 200 kilomètres, ah, ça, je sais pas faire. Ah bah, j'y vais. Voilà. Bah, c'est toujours comme ça, c'est toujours ça ma réflexion, tu vois. Je suis inscrit fin août, je suis inscrit à la Swiss Peaks Trail. Je sais pas si tu connais, bon, tu dois Ouais, ouais, connaître, hein. ouais. Oh Voilà. punaise. Eh ben voilà, tu vois. Alors mais c'est ça qui est complètement stupide parce que ma famille me dit, mais pourquoi t'as pas pris une distance plus courte? Donc voilà, t'as compris sur laquelle je me suis inscrit, quoi. Tu vois, il y a 20, 60, 100, 200, 160, et puis je regarde, je vois 360 kilomètres. Je dis, mais c'est dingue ça, je sais pas faire ça, moi. Une heure après, j'étais inscrit. Une heure après, j'étais inscrit. 360, j'ai jamais fait ça. Mais je me dis, bah voilà ce qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Il faut que je fasse 360. Tu crois que je suis pas capable? Bah je vais essayer. Je vais faire 360. Et donc c'est souvent ça qui m'a porté en fait, qui m'a donné envie de d'aller plus loin en fait, de découvrir des choses en fait. Tout ce qui me paraît inaccessible, en fait, l'inconnu m'attire un peu. Voilà, c'est le côté je me demande comment c'est possible de faire ça, ça m'attire en fait. Je crois que l'inconnu m'attire dans la vie en Hmm. général d'ailleurs. Ouais, voilà. C'est super intéressant parce que spontanément, j'aurais peut-être dit, tu vois, que quand tu étais dans l'univers du cyclisme pro, l'inconnu et l'aventure, enfin, tu me dis si je me trompe, mais en fait, t'en avais pas vraiment, voire pas du tout, parce que tout est décidé par la C'est direction pas faux ce que tu dis, sportive, ouais, par ton c'est vrai. équipe. C'est vrai, tout à Euh, fait. et puis, voilà, encore une fois, tu vois, sur les épreuves, bon, bah, t'as un circuit, t'as une Ouais, c'est vrai. stratégie que tu dois suivre. Là, j'ai l'impression qu'en fait, tu t'es un peu libéré, t'explores, tu passais sur des disciplines qui sont beaucoup moins encadrées, en fait. Ouais, c'est ça, ouais, c'est vrai que l'aventure va souvent de pair avec un sentiment de liberté quand même. Ouais. Et tu pars pas à l'aventure lorsque tu fais une course de vélo sur un circuit ou lorsque tu es encore plus cycliste professionnel, mais lorsque tu pratiques le sport cycliste sur route, sur un parcours bien défini, on n'appelle pas ça un terrain aventureux quand même, quoi. Donc oui, sans doute qu'à un moment, c'est quelque chose qui m'a attiré et que j'ai creusé, ouais. C'est vrai, c'est très juste. À mon avis, ça se tient ce que tu dis là. Ouais. Je pense que
que l'aventure et la liberté vont de pair. Et une fois qu'on y goûte, c'est compliqué après quand même. On est d'accord, c'est compliqué de faire machine inverse, parce qu'il y a des émotions personnelles, il y a une introspection, il y a un enrichissement de soi, et puis il y a la pression de vivre un truc à soi. C'est un peu égoïste en fait de vivre pour soi, et ça après on a du mal à s'en défaire. Ça, c'est pas une drogue, mais en tout cas c'est très addictif. Ouais, très addictif. Complètement. Alors, tu nous parlais, là, on vient d'évoquer, tu vois, peut-être en termes de motivation ou ce qui te faisait vibrer, ce qui a changé entre l'univers du cyclisme un peu plus cadré et ce que tu fais aujourd'hui. Mais je serais quand même curieux de savoir ce que tu as emmené avec toi du cyclisme pro, notamment en termes de mindset, puisque tu disais que voilà, c'est là-dessus que tu as essayé de faire la différence, toi, que physiquement, physiologiquement, tu n'avais peut-être pas les meilleurs perfs avant de devenir pro, mais que c'est sans doute cet état d'esprit qui a fait que tu as été sélectionné à un moment donné. Comment est-ce que tu l'as transféré, cet état d'esprit, ou certains aspects de cet état d'esprit, dans ta pratique de l'ultra-biking ou de la course? Ben, apprendre à ne pas lâcher, et puis apprendre à se dire que rien n'est jamais terminé tant qu'on n'a pas franchi la ligne, en fait, dans un sens comme dans l'autre. Ça, je tiens ça de mes années professionnelles aussi, ou de mes années à haut niveau cyclisme. Et puis après, je dirais aussi l'entraînement, l'acharnement à l'entraînement, parce qu'il y a quand même pas de secret, il y a pas de mystère. C'est quand même à l'entraînement que se jouent les réussites, pas forcément les succès bien sûr, mais les réussites. Et ça, on oublie parfois, et c'est un petit peu ce qu'on constate, c'est que maintenant les gens ils rêvent tous de faire l'UTMB, de faire le marathon de Paris, mais après il faut s'en donner les moyens. Et s'en donner les moyens, c'est quoi? C'est pas forcément acheter la paire de chaussures à 250 balles. C'est pas ça, s'en donner les moyens. S'en donner les moyens, c'est un moment partir à l'entraînement, coucher, écrire les choses. Moi j'aime bien écrire une colonne plus, une colonne moins. Et puis s'en donner les moyens même en termes de planification, parce que parfois on dit dans nos vies, j'ai pas le temps. Non, il y a j'ai pas le temps et je prends pas le temps. Ouais. Parce qu'on prend le temps d'être sur les réseaux sociaux une demi-heure le matin, et puis une demi-heure le midi, et puis une demi-heure le soir. Peut-être que ces une demi-heure là peuvent te permettre de faire 6 km, même si tu pars à 22 heures. Pourquoi pas de faire 6 km à pied? Si tu fais ça tous les jours, tu auras fait 42 km dans ta semaine quand même. Donc ça m'a appris ça aussi. Ça m'a appris à pas forcément bien m'entraîner, mais à être quand même un passionné de l'entraînement, et à réfléchir toujours à lier les choses, à essayer de construire un peu des plans d'entraînement, quoi. Voilà, essayer que ça tienne debout. Et c'est sans doute ce qui me permet d'enchaîner des épreuves, parce que j'enchaîne quand même pas mal d'épreuves. Je passe du vélo, de la course à pied, je reviens en vélo, je passe du 10 km au semi, du semi je vais sur un ultra trail. Et ça, je le tiens peut-être aussi du fait que j'essaie que mon entraînement tienne un peu la route, quoi. Alors je peux me tromper, Ouais. parfois je me gaufre, mais en tout cas, l'entraînement, il est essentiel. Et à un moment, il faut pas oublier que la réussite, elle passe d'abord par l'entraînement, et après par la paire de chaussures à 250 €, quoi. Et pas le contraire, quoi, tu vois. Voilà, pas le contraire. Ouais. Excellent. Ouais. Et alors justement, tu vois, en termes d'entraînement, comment est-ce que tu prépares une épreuve? J'aime bien toujours poser cette question parce que l'ultra long, franchement, me fascine et m'impressionne énormément. Quand tu t'alignes sur une épreuve comme la RAF, parce que je ne sais plus si tu l'as déjà précisé, mais voilà, tu as déjà pris le départ de la Race Across France, ou d'épreuves comme des épreuves en solitaire comme les 24 heures du Castellet ou la Swiss Peak Trail par exemple. Oui. Sachant que toi tu les enchaînes ces épreuves et que chacune a ses caractéristiques vraiment propres, comment est-ce que tu fais pour gérer un planning d'entraînement en prenant en compte tu vois, chacune de ces courses et ce qu'elle a d'unique, et en faisant en sorte du coup d'être prêt bah, justement à les enchaîner, tu vois? Attends. Tac. Vas-y, je suis désolé, mais du coup, ça a Pas sonné. de Alors problème. voilà, voilà. C'est encore un mec qui vient te démarcher pour te vendre des matelas ou des je sais pas quoi. Bon, bref, voilà. On l'a refait. Voilà. Comment je fais pour enchaîner les épreuves, c'est ça que tu me dis?
en fait, pour gérer la préparation, puisqu'on parlait d'entraînement, D'accord. Oui, oui, sachant que ces épreuves, elles sont toutes très différentes et elles ont oui, peut-être des caractéristiques, oui, tu vois, uniques, comme la Swiss Peak Trail où il y a oui, bien énormément de sûr. dénivelé. Oui. Comment tu fais pour adapter ton entraînement, pour à la fois avoir le foncier, en fait, et avoir la spécificité pour chacune de ces épreuves? Alors, il y a la régularité dans l'entraînement, elle est primordiale pour moi, donc je m'entraîne très régulièrement, ça oui. Après, j'essaie d'intégrer toujours de l'intensité parce que dans l'ultra et dans le très long, on a trop souvent tendance à parler que de foncier. On estime qu'il faut avoir du foncier, que c'est une épreuve d'endurance. Mais pas forcément. Parce que lorsque sur l'UTMB, vous montez le col du Grand Ferret, par exemple, tu es parti pour 2 heures, et tu es parti pour 2 heures, ou si tu as les capacités à faire monter un peu ton cœur, tu t'apercevras que tu monteras beaucoup plus vite quand même. Ouais. Et c'est pas forcément une épreuve que d'endurance en fait. Hein. Si tu as la capacité à faire monter un peu le cœur sur des montées, eh ben, tu vas être en capacité d'accélérer. Donc moi, je travaille aussi l'intensité, je travaille le foncier et j'essaie de ne pas négliger la récupération. Je m'aperçois que la récupération, elle est aussi elle a 2 étages, la récupération dans nos vies actives, parce qu'on n'est plus professionnel, on n'est plus payé pour le faire. Tu as la récupération physique, celle bien sûr qui te permet d'avoir de l'énergie, de récupérer musculairement et d'un point de vue cardiaque, mais tu as aussi la récupération mentale. Et ça, c'est important. C'est que ces épreuves-là, tu consommes, tu bouffes énormément d'énergie mentale. C'est même destructeur. Parfois, je dis que c'est même destructeur parce qu'il faut tellement être concentré que, que, tu, que tu es vidé mentalement. Et parfois, si tu enchaînes trop ces épreuves-là, t'as plus l'énergie en fait, t'as plus la niaque, t'as plus l'envie, et puis ça se ressent aussi sur ta vie de tous les jours, parce qu'encore une fois, on a tous un métier derrière, on a tous une famille, on a tous des occupations autres, et donc ces jours-là en off sont très importants aussi pour recharger les batteries d'un point de vue mental. C'est pour ça que je suis pas non plus toujours un acharné au niveau temps de sommeil, par exemple, au niveau diététique, parce que j'estime que c'est important aussi de pouvoir être comme le commun des mortels, de pouvoir être une personne lambda parfois, afin de mieux repartir après et d'être Ouais. disponible en termes d'énergie mentale. Je pense que ça, dans l'ultra et dans l'aventure, c'est prépondérant. La disponibilité mentale, elle est prépondérante. Si tu la perds, si tu perds ce sens du discernement parfois, si tu perds cette énergie, cette disponibilité mentale, c'est compliqué. Même si tu as la force, même si tu es en forme, si tu es, entre guillemets, si tu n'es pas dedans, ça va pas le faire. Et donc, moi, j'essaie de faire en sorte de toujours garder cette disponibilité mentale-là pour pouvoir passer. Oui, c'est vrai que je passe assez facilement du vélo à la course à pied, et puis j'intègre beaucoup de vélo quand même dans mes préparations, donc je ne suis pas lassé. Je ne suis pas quelqu'un qui va pendant une semaine faire que de la course à pied, par exemple. Dans ça, Ouais. je fais pas. Il y a du vélo, il y a de la marche aussi, je marche beaucoup. Tu vois, avant-hier, j'étais marché 25 km, par exemple. Ah ouais. Je marche. Oui, je marche parce que tu sais, je m'aperçois déjà dans l'ultra, faut quand même un peu se regarder dans une glace. On court pas tout le temps quand même. Hein. On marche pas mal quand même. Hein. Sur un UTMB, hein, on n'est pas tous Kylian Jornet, donc on marche pas mal. Ça veut dire que savoir marcher vite, c'est important dans l'ultra. Donc, et puis, euh, et puis je découvre des choses, des sensations, des odeurs, des bruits que j'ai pas quand je fais du vélo et que j'ai pas quand je cours. Donc voilà, je m'enrichis beaucoup de ça. J'ai un petit, puis il y a un côté un peu solitaire dans la marche. Voilà. Ouais. Je pense que on disait les aventureux sont comme ci comme ça, mais je pense que les aventureux sont un peu solitaires aussi de nature. On aime la solitude en fait. Et on aime la solitude, on aime la nuit aussi. Voilà, ça c'est des caractéristiques qu'on retrouve chez tous les aventureux. Ça, hein. Voilà, on a ce feeling-là avec la solitude en tout cas. Et donc j'aime construire mes entraînements de telle façon que je suis toujours en capacité de vivre ces moments-là à fond. Voilà. Excellent. Voilà. Excellent. Alors, tu nous parlais, tu vois, de fraîcheur mentale quelque part. Moi, quand je vois ton palmarès et que je vois, par exemple, Race Across France que tu as fini en 6 jours, c'est ça? 6 jours, Ouais. 6 heures, 24 minutes, 53 secondes, c'est précis, en 2020, en terminant avec une superbe 6e place. Franchement, la première question qui me vient, c'est comment tu fais pour garder de la fraîcheur mentale, je te parle même pas de la fraîcheur physique, sur 6 jours d'épreuve.
Et si tu pouvais peut-être nous raconter un peu cette RAF au passage, ça serait génial. Donc la Race Cross France est une épreuve d'ultra longue distance cycliste de cette année 2650 km. Donc je vais parler plutôt de cette année. Cette année, l'épreuve part du Touquet, dans le Nord-Pas-de-Calais, pour arriver à Mandelieu. Donc c'est une épreuve ultra longue distance et en autonomie totale. C'est-à-dire que vous devez faire avec ce que vous emportez sur vous, à part l'alimentation, où là, vous pouvez bien sûr vous arrêter des boulangeries, des choses comme ça, des boulangeries, supermarchés, etc. Mais tout le reste, vous devez être autonome. Donc c'est une épreuve où vous pouvez aussi faire du vélo jour et nuit. Enfin, vous faites comme vous voulez en fait. Il n'y a pas plus libre que la Race Cross France. Vous avez une trace GPX, et après, première arrivée à Mandelieu. Vous avez 10 jours pour y arriver, ce qui représente une moyenne de 260 km à effectuer par jour. Donc, on parlait de disponibilité mentale. Voilà une épreuve où il en faut beaucoup de disponibilité mentale. Et donc, j'ai terminé 5e ou 6e, je ne sais même plus d'ailleurs. Je crois que je fais 6e. 6e de la Race Cross France 2020. Et au terme d'une aventure assez extraordinaire, parce qu'il vous arrive des tas de choses sur 6 jours, sur 2600 km, des problèmes mécaniques, des problèmes physiques, puis vous avez faim, puis vous êtes irrité, puis vous avez mal aux fesses parce que j'ai pas échappé. Pourtant, j'ai quand même les fesses qui sont habituées à être reposées sur une selle. Mais le corps, il est pas fait pour ça en fait. Le corps, il est pas fait pour ça. Donc, j'ai vécu une épreuve superbe. Je me suis découvert, voilà, à dormir n'importe où. En fait, c'est vivre de rien. Et Ouais. ça nous correspond et ça me correspond bien en fait. Je suis parti avec un vélo chargé, une sacoche, et puis je suis monté parce que le parcours était dans l'autre sens. Et puis je suis monté au Touquet. Voilà, je suis parti de Mandelieu avec mon vélo, ma trace. Et j'ai trouvé ça génial en fait, le principe de minimaliste de vivre de rien. Et cette épreuve-là, ça a été un peu un coup de foudre, hormis le fait aussi de rencontrer des gens, de voir des paysages, de traverser des départements. Donc, c'est une des plus grandes épreuves d'ultra longue distance en France et même en Europe. Et donc en 2021, j'y suis retourné avec l'ambition de bien faire, mais je me suis cette fois trompé. J'ai échoué, je suis tombé malade et puis j'étais fatigué. Et donc, j'ai abandonné après 1200 km de course. Et cette année, j'y retourne en espérant revoir l'arrivée et voilà, et boucler cette épreuve-là qui est un peu magique pour moi. Alors voilà, du coup, tu t'aperçois que dans la même année, je fais la Swiss Peaks Trail et la Race Cross France. Normalement, ça colle pas trop. Mais, C'est à la mais même voilà, période en plus, non? ouais, il y a 2 mois d'écart. Oh punaise. Il y a 2 mois d'écart. Donc, faudra pas se tromper dans la préparation. Mais j'adore ça en fait. J'ai vraiment hâte de vivre ça, de vivre ces instants-là, ces émotions-là, de les partager aussi parce que j'aime partager ce que je fais, d'inspirer si tant est que ça inspire au moins une personne. Et, et c'est moi en fait. C'est là que je m'aperçois que c'est moi ça, ce côté, ouais, ces émotions et ce dépassement de soi qu'on vit dans les aventures comme ça, c'est sans nul autre pareil quoi. Donc oui, je refais la Race Cross France, qui est une épreuve vraiment superbe, et j'espère cette fois aller au bout. Départ le 18 juin en fin de journée du Touquet, et première arrivée à Mandelieu, voilà, Génial. entre 5 et 7 jours plus tard, quoi, on va dire. Ok. Voilà. Ah Voilà. punaise, en plus vous allez, plus vous descendez, plus les températures vont être Oui, chaudes, non seulement avec la géographie, mais en plus l'été c'est qui ça, ouais. approche. Ouais, c'est ça. Ce sera aussi une autre gestion. Et puis, alors l'avantage, c'est que mi-juin, les journées sont longues. Donc, du coup, on pourra quand même davantage pédaler à la lumière du jour. Mais après les nuits, faut les gérer, hein. En ultra longue distance, les nuits, c'est quand même, c'est tout à fait particulier de se retrouver à faire du vélo à 3 heures du matin. C'est à part, encore une fois, ça vous forge un mental, et ça vous fait prendre conscience que vous êtes d'une autre planète, un peu d'une autre planète que les autres. Parce que lorsque tu rentres au bureau le lundi, comment tu racontes ça en fait? Comment t'expliques ça? Ouais. Quand on te dit ça va, ça a été la Race Cross France? Bah tu dis ouais, ça a été, c'était super.
parce que c'est tout en fait, c'est tout. Et je me Ouais. surprends parfois à dire, mince, t'es pas très, voilà, tu parles pas beaucoup. Mais tu veux que je parle comment? Comment veux-tu que je raconte ça? Que je commence par quoi en fait? Là, on en parle, oui, parce que je sais que les auditeurs sont des habitants de notre planète et je sais que tu es un habitant de ma planète. Mais lorsque je vais me retrouver au bureau, même parfois avec des gens de ma famille, comment je fais pour raconter ça? Je peux pas raconter ça. Donc en fait, on garde ça pour soi. C'est là qu'on se dit qu'on est des privilégiés en vérité. On est des privilégiés de la vie, de vivre des choses comme ça. Et c'est tellement à part qu'on n'est même pas en capacité de les raconter, quoi. Puis il y a pas de caméra et puis il y a rien. Donc c'est à nous que à nous, quoi. Ouais. Ouais. Ça c'est beau en fait. C'est ça l'aventure. Et l'aventure, elle est à portée de tout le monde. À chacun son Everest. Moi, j'ai un copain, il est presque jamais monté sur un vélo, et puis là, il se lance dans le vélo, et donc il part de rien, et puis il va faire un 150 km, un 200 km. C'est son aventure en fait. À chacun son défi. L'aventure, elle est à portée de tout le monde. Il n'y a pas de, j'ai jamais le niveau. Mais on te demande pas de faire Swiss Peaks Ride 360. Hein. L'aventure, ça peut être, moi, ma femme, elle a fait une course à pied une fois, ça faisait 10 km, c'est une vraie aventure pour elle, quoi. Mais bien sûr, et il n'y avait pas de sourire à avoir par rapport à ça. C'était son aventure. Hmm. L'aventure est à portée de tout le monde, mais il faut faire. Il faut faire. Il faut à un moment se lancer et il faut sortir des sentiers battus et il faut partir, il faut s'inspirer, il faut imaginer et il faut se lancer parce que tu vois, 40 ans hier, 44 ans aujourd'hui. Ouais, Et puis, ouais. et un jour c'est trop tard. Un jour c'est trop tard. C'est comme ça, parce que c'est la vie qui veut ça. Tous les jours, c'est trop tard pour tout. Tous les jours, si tu regardes bien. Là, en fin de matinée, il est déjà trop tard pour prendre un petit déjeuner. Je veux dire, c'est trop tard. Toute la journée, tu ne fais que refermer des portes, refermer, refermer, refermer des portes. Donc, il y a pas le temps pour réfléchir et pour dire on fera ça plus tard. Plus tard, ça veut dire quoi plus tard? Plus tard, ça veut Ouais. rien dire. C'est bien souvent tout de suite ou jamais. Donc, Ouais, c'est ça. c'est pour ça C'est que je me ça. suis lancé sur la Swiss Peaks Ride, sur la Race Cross France, sur des tas d'épreuves où bien souvent, j'ai pas la prépa et j'ai pas du tout la clé quand je me lance en fait. Hein. Je découvre au fur et à mesure. Une fois que je suis inscrit, je me dis bon bah maintenant il faut imaginer la chose quoi. Mais quand je m'inscris, bien souvent je sais pas faire. Je m'inscris pas si je sais faire. C'est comme ce que je te dis tout à l'heure. Je sais pas faire, donc je m'inscris, donc je vais réfléchir à comment je peux faire. Voilà. C'est une démarche qui est inversée en fait. Voilà. Ah mais je la comprends tellement et tu sais quoi, ça m'a beaucoup fait sourire quand tu parlais des planètes et du fait que bah, c'est vrai que c'est compliqué parfois d'expliquer ce que tu ressens ou ce que tu as vécu pour des personnes qui ne baignent pas du tout dans cet univers. Bien sûr. Euh, Tu vois, moi je l'ai vécu bon, à moindre échelle que toi, mais quand j'étais en haut niveau en judo, c'est un peu pareil, tu vois. Alors à l'époque, je travaillais pas encore, mais quand je rentrais, quand j'arrivais au lycée ou quoi, que j'avais le front complètement râpé parce que je m'étais Ouais. éclaté par terre sur le tatami, un doigt cassé, un de plus, tu vois, je me suis cassé toutes les phalanges des deux mains sauf les pouces. Et que tu as quelqu'un qui te demande, bon, ta compète, c'était comment et que tu reviens des championnats de France, bah, le seul truc que tu peux dire, c'est, bah, ouais, ouais, c'était cool, tu vois, parce que Ouais, bien sûr. c'est indescriptible, en fait, ce que tu as Bien pu sûr. vivre. Mm. Et puis les gens, même si tu peux décrire l'événement, les gens voient pas en fait les 8 mois de préparation que Bien sûr. tu t'es bouffé avant. Donc Bien c'est sûr. hyper compliqué parce que même si tu dis ah bah c'était intense, Mm. comment tu veux qu'ils comprennent les sacrifices que tu as dû mettre en place pendant 8 mois. Donc moi en tout Mm. cas cette histoire de planète, ça me parle à 100%. Et c'est aussi ça que j'adore avec ce podcast, c'est en fait de rencontrer des gens bah, comme toi, comme C'est Arnaud que gentil. tu connais, Ouais. qui vivent des choses comme ça aussi intenses dans le monde du sport, de l'aventure. Parce qu'au final, je trouve que c'est ça qui est hyper inspirant. Ça fait se sentir un peu moins seul parce qu'on se dit ah bah ouais, en fait, galérer pendant des mois pour prendre le départ d'une épreuve, bah, je suis pas le seul à le faire. Gérer les blessures, on n'en a pas encore parlé, mais j'ai l'impression que tu en as quand même enchaîné pas mal. Oui. Donc ça, c'est aussi autre chose, tu vois. Tant que tu Oui. n'as pas vécu d'événements compliqués d'un point de vue bah, gestion de la blessure, par exemple, Oui. difficile d'imaginer les impacts sur ta vie. Donc, ouais, moi, en tout cas, tout ce que tu me dis, ça me parle 100%, y compris, tu vois, le fait de s'inscrire sur des épreuves que tu maîtrises pas tout de suite. Ou qui font un peu peur, là, tu vois, à force de discuter avec des invités, il y a l'équipe du RAID, du Triathlex, donc le club de triathlon d'Aix, que j'avais D'accord. eu sur le podcast, qui m'a envoyé un message, là, il y a quelques temps, avec un autre invité, Lilian, qui m'a dit hey, il y a un 70 km en avril, ça te dit bon, alors, la dernière fois que j'ai fait un 70 km, c'était la Saint-Élion en 2000,
2016 ou 2017 peut-être, tu vois. D'accord. Ouais, Et depuis, plus rien. ouais. Et en 10 secondes, c'était fait, tu vois. Je dis, bah allez, Et ben boum, c'est voilà, parti. bien sûr, bien sûr. Surtout pas se dire ah je sais pas, on verra ça plus tard. Mais plus tard, c'est quoi plus Plus tard? tard C'est quand, c'est quand ça, plus ouais. tard? C'est quand plus Exactement. tard? C'est plus tard, ça a pas de sens. Tu peux, va. Ouais. Et même si tu échoues, voilà, à qui tu dois quelque chose? Tu dois rien. Et tu parlais et je parlais, enfin du moins c'est moi qui ai abordé d'habitants de la planète, mais bien sûr. Et ton podcast, comme les podcasts autres qu'on peut trouver sur la toile, servent aussi à ça en fait. Et moi, ça me rassure beaucoup ça, parce que parfois je me sens en décalage. On est tous parfois en décalage. Quand on est aventureux, on est en décalage de vie. On est en décalage par rapport à nos besoins, parce qu'on apprend à vivre de pas grand-chose, à nous réjouir de pas grand-chose, à nous extasier devant pas grand-chose, et on apprend parfois à, à pas avoir les mêmes combats en fait. En fait, ton combat n'est pas mon combat. Et je me rends compte hein, sur des repas, par exemple, tu vois, je peux avoir des repas, et ben les sujets de conversation sont pas mes combats en fait, quoi, tu vois. Ouais. Je suis en décalage, quoi. C'est pas que je m'en fous pas de l'actualité, tout ça. Bien sûr que je m'en fous pas, mais Ça te fait pas vibrer. non, non. Et puis j'ai pas le temps de m'acharner à des tas de choses, enfin voilà quoi. Non, la vie c'est pas ça quoi. Enfin la vie c'est pas ça. La vie il faut y aller, faut partir à l'aventure, faut repousser ses limites et puis et puis faut s'inventer des émotions. Enfin les émotions et le frisson qu'on ressent dans son corps, mais personne ne ressent ça s'il ne se lance pas dans l'aventure. Personne. C'est des émotions, l'émotion de la victoire, de sa victoire, parce que la victoire, c'est pas forcément le classement. Hein. Moi, je dis toujours, le classement, c'est qu'une donnée. C'est une donnée statistique en vérité. C'est juste ça, c'est parce qu'il faut classer les gens par ordre qui franchissent la ligne d'arrivée. Mais c'est tout. Tu peux être huitième de la course et avoir fait un truc génial, et tu peux avoir fait deux et être super déçu en vérité. Et donc te dire, garder des mauvais souvenirs de ta place de deux. Et l'autre, il fait huitième, il va garder des super souvenirs. C'est une donnée, voilà, c'est une donnée à prendre en compte, ça permet de hiérarchiser, ça permet d'établir un ordre, voilà, un ordre d'arrivée. Mais c'est tout. C'est pour ça que parfois, c'est pas parce que tu es pas bien positionné que c'est un problème. Et c'est pas parce que tu es pas fort que c'est un problème. Encore une fois, des fois, t'as des nanas qui se lancent pas sur des épreuves en se disant non, mais je suis nul, j'y arriverai pas, je suis toujours dans les derniers. Et donc, dans les derniers. Mais ça, c'est la donnée classement, tu me parles là. Mais ça, c'est une donnée, c'est un indicateur. Est-ce que tu souris? Est-ce que tu prends plaisir? Est-ce que tu as l'impression d'être fier de toi? Est-ce que voilà, c'est ça. Et est-ce que tu t'es dépassé? Voilà, c'est ça. Après le classement, bah regarde pas le classement. Et puis c'est Ouais. tout. Moi, j'ai fait l'UTMB en 2017 et en 2020. T1 l'année dernière, je connais même pas mon classement. Je me rappelle même pas. Je sais même pas. Je connais même pas mon temps. Je saurais même pas te le dire. Parce qu'en fait, c'est un truc que j'ai pas intégré dans mon esprit parce que c'était pas un critère de réussite en fait. Le critère de réussite, c'était l'arche d'arrivée, c'était de revoir Chamonix et le classement, je m'en fichais, donc je sais même pas. Et puis on me le dirait que ça me ferait ni chaud ni froid. Je serais pas capable de me dire ah c'est pas mal ou ah c'est pas terrible ou ah j'ai fait mieux qu'il y a 3 ans. Je sais pas, ça a pas de sens en fait. Moi, c'était pas un critère de réussite en fait. Et il faut se fixer ces critères-là en fait. Quand tu te lances dans l'ultra, dans l'aventure, il faut te fixer des critères de réussite. Il faut que tu saches ton pourquoi. Pourquoi je suis là? Pourquoi je fais ça et ce que je veux atteindre. Et si tu n'as pas fixé ça, tu n'y arriveras pas. Tu peux te fixer. Le critère, ça peut être parce que je veux une revanche sur la vie, parce que j'ai perdu du poids et maintenant je veux valider, parce que je veux impressionner ma famille, parce que je veux. Pas de problème, fais. Mais tu dois savoir pourquoi. On part pas sur un truc comme ça aussi difficile en se disant bah Inch'Allah, on verra bien et puis oh je non parce qu'à un moment ça lâche, c'est trop dur et c'est trop beau pour ne pas y mettre son cœur. Et Ouais. lorsque tu as ton pourquoi, quand le réveil il sonne à 5 heures du matin pour aller t'entraîner, même pas il sonne deux fois en vérité. Parce que tu sais ton pourquoi. Moi, quand mon réveil il sonne, je sais pourquoi il sonne. Je me lève, je suis content, j'y vais. Mais si tu sais pas pourquoi, t'appuies, puis voilà, et puis le réveil, eh ben, il ressemblera pas, et puis tu vas pas t'entraîner en fait. Enfin, t'as des gens aussi qui me disent ah ça fait 15 jours que je fous rien, je m'entraîne pas, parce que t'as pas ton pourquoi. Tu sais pas pourquoi. Si tu sais pas pourquoi, moi si je sais pas pourquoi, je pense que je m'entraîne pas. Hein. Je suis pas,
voilà, surtout là, tu vois, il fait 2 degrés chez moi en ce moment, il fait gris. Dire que tu prends plaisir à faire du vélo à 5 heures le matin par moins 3 degrés de nuit, tu vois ce que je veux dire? C'est subjectif hein, quand même, hein, faut pas non plus, hein, faut pas me la jouer hein, à l'envers. Hein. Mais quand tu as ton pourquoi, alors tu y vas. Et ça, c'est important de savoir son pourquoi. Et son pourquoi, il est dans tout. Même quelqu'un qui veut perdre du poids, un régime, ton pourquoi. Pourquoi tu veux perdre du poids? Tu sais pourquoi, tu y vas et après ça découle. Ouais. C'est facile en fait. Et qui décide du pourquoi? C'est toi. Et toi, c'est quoi? C'est ton mental. On en revient toujours à ce truc-là. Ton Ouais, mental, ton mental, ton mental. En fait, c'est ça, c'est ton mental, quoi. Ton complètement. mental. On en Voilà. parlait récemment avec un autre invité qui est coach, qui est un ancien de l'équipe nationale en kayak de Grande-Bretagne. Et D'accord. qui aujourd'hui est coach, business coach, enfin coach de vie, etc. Et qui fait aussi beaucoup d'accompagnement pour des gens qui veulent bah, justement de la perte de poids, tu vois, revenir en forme physiquement, etc. Et en fait, quand on en parlait, on s'est dit tous les deux, mais en réalité, le secret, enfin, tu demandes à peu près à n'importe qui, quel que soit son background, comment est-ce qu'on fait pour perdre du poids? Bah, en fait, la recette, tout le monde l'a, quoi. Tu manges mieux, tu manges moins, tu dors C'est plus, ça. tu fais plus de sport, et puis C'est ça. basta, quoi. Et puis voilà, la Je recette suis est là. d'accord. Ouais. Par contre, quand tu regardes combien de personnes ont l'impression qu'il faut qu'ils prennent un coach pour y arriver ou qui te disent ah j'arrive pas à perdre de poids, il y en a à foison. Et très souvent, c'est ce que lui disait, c'est qu'en fait, ils n'ont pas identifié, ce que tu as très bien décrit, leur pourquoi. Mm, Ils ont identifié l'objectif qui est la perte de poids, mais il n'y a rien derrière en fait. Ils ne savent pas pourquoi ils veulent mm, perdre du poids. mm, Ou en tout cas, ils n'arrivent pas à mettre le doigt dessus sur les vraies raisons. mm, Ce qui fait qu'au mm, bout de 2 semaines, bah, quand ils voient qu'ils ont perdu 100 grammes, alors que leur objectif c'est d'en perdre 20 kilos, et mm, ben perte de motivation, frustration, et puis tout s'arrête et en fait ils reprennent 2 kilos de plus. mm, Euh, mm, donc mm. ouais, 100% d'accord avec toi sur ce C'est besoin, en fait, sur cette nécessité. Bon là je vais un peu étaler ma culture parce que j'en ai pas beaucoup, mais je trouve que cette citation elle est géniale. Je crois que c'est Socrate qui disait, il me semble que c'est Socrate, ouais, qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il veut aller. Et je trouve qu'elle est Ah ouais, géniale parce que ouais, tu vois, ça résume c'est tout en vrai. fait. Oui, c'est ça. Ça veut dire que si tu, ouais, ouais, et très bien d'ailleurs, parce que ça veut dire que si tu sais où tu veux aller, déjà tu trouveras que du positif. Tu vas trouver que des alliés en fait. Ça aussi, c'est le vent favorable. Ouais, Et c'est ouais, vrai. Si tu regardes, si tu as un objectif, alors tu trouves que des avantages. Tu trouves plein d'aide, d'appui et de force. Et si tu n'as pas la motivation, eh ben en fait, tu vas voir que du négatif, en fait, que du négatif, ouais. que du négatif. Et tu vois, je te disais tout à l'heure le temps d'entraînement disponible. Eh bien, parfois, on dit j'ai pas le temps. Et si tu trouves un objectif, eh ben en fait, tu arrives à dégager le temps. Et là, tu te dis, ben en fait, je l'avais le temps. C'est juste Ouais. que, euh, c'est juste que comme j'avais pas la motivation, et ben du coup, j'avais l'impression que je n'y arrivais pas, j'arrivais pas à m'entraîner. Mais tu sais, moi, je suis surtout pas un modèle. Je suis comme tout le monde. Parfois, j'arrive plus à me lever pour m'entraîner, ou parfois j'ai pas envie de m'entraîner. Et là, je me dis, bah c'est parce qu'en fait, j'ai pas l'objectif, il me convient pas en fait. Soit il me convient pas, soit j'ai pas décidé encore. Mais c'est très révélateur. Et dès que je sais pourquoi j'y vais, alors il y a plus de problème. Et dans la vie, c'est comme ça aussi pour tout en fait. Hein. C'est ça qu'on finalement, finalement le mental dans nos vies, il est présent dans tout, dans tout, dans tout, dans tout, parce que tout n'est qu'histoire d'interprétation. Tu es d'accord avec moi, Loïc? Ah, Quand une 100%. nouvelle t'arrive, quand une nouvelle arrive, c'est une nouvelle. C'est toi qui la classes. Donc c'est une mauvaise nouvelle ou c'est une bonne nouvelle. Parfois on me dit, mais en fait, toi t'as pas de soucis. Mais comment tu sais ça que j'ai pas de soucis? Tu sais pas ça. Simplement, quand moi la nouvelle arrive, je la classe. Et je la classe pas dans la même banette que toi. Donc moi, c'est pas un souci. Quand toi, ça en est un. Mais Hmm. il y a pas de nouvelle qui arrive et qui est une mauvaise nouvelle. C'est une nouvelle. Elle arrive. Bam. Qu'est-ce que t'en fais maintenant? T'en fais quoi? Tu la transformes en positif. Dans ces cas-là, bam, tu la changes de manette. Elle passe de mauvaise à bonne. Soit tu la mets dans mauvaise. Et alors à ce moment-là, ben voilà, tu rentres la tête dans les Ouais. épaules et tu dis j'ai pas de chance et tu dis ça n'arrive qu'à moi et tu dis voilà, et tu dis, ah ben, alors lui, il sourit tout le temps, alors lui, tu as l'impression que. Ou alors, on dit, ah, toi, tu as vraiment la belle vie. Hein. Non, je sais pas, pourquoi tu dis ça? Non, mais simplement, il faut y aller.
faut y aller. Voilà, c'est tout. Moi, voilà, il m'est arrivé des trucs où parfois on me dit 95% des personnes, ils auraient pas réagi comme toi. Et donc, ben ouais, en fait, c'est du positif. Tu vois ce que je veux dire, mec? C'est du simple. En fait, il faut simplifier la chose. Tout ce qui t'arrive dans la vie, plus c'est simple dans la vie, c'est obligatoire. Dans la vie, il faut que ce soit simple. Autrement, ça peut pas le faire. Ça peut pas être sur la durée. Ça veut dire que tout ce qui arrive et qui est compliqué, il faut que tu le simplifies. Parce que moi, la complexité, je la fuis. En fait, j'arrive pas à tout ce qui est compliqué, une relation qui est compliquée, tout ça, j'y arrive pas. Donc, quand la nouvelle arrive, elle arrive. Ah, ça, c'est quand même compliqué. Bon, comment je peux faire pour la simplifier? Comment je peux faire pour la transformer et dire ça, c'est un avantage? C'est de la résilience en quelque sorte. Hein. Et finalement, c'est un peu ça, c'est de la résilience. Hein. C'est bon, bah, on transforme le truc. Voilà, on s'est engueulé avec quelqu'un. Bon, comment je vais pouvoir faire pour maman lui renvoyer un message et voilà. Et puis après, bah, allez, on va peut-être redevenir copains ou peut-être ça va. On va dire qu'on a grandi de cette histoire-là. Allez, ça devient une force. Et puis après, bah, c'est bon, c'est transformé, c'est du positif. Et si tu fais ça dans ta vie, je dis toujours, je pense que une des plus belles cartes que tu as dans ta vie, c'est la résilience. Si tu es quelqu'un de résilient, si tu es capable de t'adapter aux situations, aux moyens dont tu disposes. Et si tu es résilient, alors, alors c'est la vie. Ouais. Alors c'est simple. Alors c'est simple. Tu transformes les choses et tu es résilient. Alors là, c'est gagné. C'est les plus belles cartes que tu as dans ton jeu après. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que tu as réussi à faire assez intuitivement par rapport à tes blessures? Euh, oui, après, bon, j'ai été aidé, j'ai un ami préparateur mental et donc il m'aide beaucoup. Alors parfois, je suis défaillant encore, et ça, c'est parce que je suis un être humain. Mais il m'aide beaucoup, et puis après, je m'inspire, je lis beaucoup. Des podcasts m'inspirent aussi beaucoup sur ça. Et puis ma propre expérience, ma propre vie aussi, ma vie personnelle aussi m'aide beaucoup à ces choses-là, à être un peu différent des autres. Et, et puis les blessures, oui, j'ai eu une blessure assez importante en juin 2008. Je me suis fracturé tibia péroné, donc ça a été une quintuple fracture ouverte tibia péroné. Donc c'était cassé en Ah 5 ouais, endroits. et Cassé en ouverte. 5 endroits, ouais, et brisé, mais c'était façon puzzle, vraiment sur une course de vélo. J'ai chuté bah, forcément lourdement, mais j'ai pas fait une grande cabriole en fait parce que j'avais presque pas de traces de sang. C'est vraiment tout l'impact a été concentré sur la jambe gauche et donc elle a volé en éclats. Mais tout le reste était, j'ai souvenir de mon maillot qui était presque pas déchiré, mon cuissard pareil, le vélo rien, vraiment bam tout sur la jambe quoi. Et donc là c'était très très cassé et le médecin donc j'avais été mis sous morphine. Bon là c'est pour la petite anecdote, mais j'ai été mis sous morphine, transporté à l'hôpital le plus proche, rapatrié à l'hôpital le plus proche. Et là le médecin a convoqué ma femme dans ma chambre et moi j'étais sous morphine et donc je comatais, je dormais, mais il pensait que je dormais, mais je dormais pas, j'entendais en tout cas. Et donc là il l'a convoqué dans la chambre où j'étais et il lui a dit bon écoutez, euh, il faudra lui expliquer. Il arrivera à remarcher, ça je pense qu'on va réussir à sauver sa jambe. Mais faire du sport, ça, il faudra lui expliquer que ça ne sera pas possible. On n'a pas les techniques, on n'a pas les moyens et ça, il n'y arrivera pas. Et ça, cette phrase-là, ce type-là, il change ma vie à ce moment-là. Parce que je me dis, c'est impossible. C'est impossible. Impossible. C'est comment? C'est pas possible. Le 2 juillet, ça va. Le 3, c'est impossible. Et toute ma rééducation a été guidée sur le fait de, c'est pas possible, voyons, je peux pas, il faut que je lui donne tort. 3 mois après, je remarchais. 6 mois après, je recourais à pied. 9 mois après, je refaisais une course de vélo. Alors, je te passe les détails. Hein. J'ai eu un fixateur externe, 9 broches. Donc, c'est en fait une espèce d'antenne télé, un râteau télé qui te rentre dans la jambe de part et d'autre. Donc, c'est un métal qui rentre par le haut, qui ressort par le bas. Et donc, c'est une espèce de. Ouais, c'est un râteau, une antenne télé. Donc, c'était vraiment difficile ça. Hein. J'ai vraiment galéré, mais il fallait ressouder les bouts. Et donc, j'avais la peau qui poussait autour de ces tubes-là. Enfin, ça a vraiment été la galère. Mais j'étais déterminé. Donc, rien n'était un problème, en fait. C'était pas un problème. Ça, c'est pas un problème. On coupait la peau, je me rappelle avec ma femme, parce qu'elle poussait. Enfin, bref, c'est glauque, hein. Mais j'étais pas, rien ne m'effrayait. J'avais pas du tout de scrupules à ce qu'on me lave, à ce que, j'avais pas de scrupules. J'étais déterminé. De toute façon, il fallait que je lui donne tort. Donc, 9 mois après, j'ai repris le départ d'une course de vélo. La première course de vélo que je faisais.
Et la veille, on fait un peu d'intensité avec mon père derrière sa voiture, tu vois, comme ça permet d'aller vite et donc de faire un peu d'intensité. Et je dis à mon père, tu vois, demain j'attaque ici et je gagne. Bon, voilà, il en rigole. Et je suis arrivé au Dossard, c'est la première course, donc à la prise du Dossard, c'est la première fois et l'unique fois de ma vie où j'étais sûr de gagner. J'ai regardé les adversaires qui étaient là et je me disais, je gagne. Je suis désolé, mais aujourd'hui je gagne. Parce que l'histoire elle n'était belle que si je gagnais en fait. Et que si j'étais capable le lendemain d'appeler le docteur et de lui dire, vous avez perdu, j'ai gagné. Eh ben, l'échappée sort, on est 5 ils sont 5 échappés dès le premier tour. Je suis pas dedans. Et là, je vois le coup et donc je sors tout seul bien après et je rentre tout seul sur l'échappée. Je suis le dernier à rentrer. Donc là, bam, encore une fois, la porte se referme derrière moi. On arrive au dernier tour et arrive le fameux endroit où j'avais dit j'attaque ici et j'attaque. Et ça le fait, je suis tout seul. Et dans la descente, il y en a un qui rentre. Ça, j'avais pas prévu ça. Du coup, on se retrouve à 2 au sprint. Je suis vraiment pas bon au sprint, voilà, c'est vraiment pas ma carte. Mais c'était impossible que ce gars-là gâche mon rêve. C'était impossible. Et j'ai gagné le sprint. J'ai gagné le sprint parce que c'était pas possible autrement, quoi. Et j'ai gagné la course et à peine j'ai explosé le jour en fait. À peine parce que j'étais en paix avec moi-même en fait. J'avais bouclé le truc, j'avais gagné. J'ai gagné et j'ai appelé ma femme sitôt après et je lui dis bah c'est bon, hein, j'ai gagné. Hein. Et voilà, alors, bien sûr tout le monde était étonné, mais voilà, l'histoire elle était belle que comme ça parce que j'y ai cru jusqu'au bout et parce que c'était pas perdu et il fallait y croire et donc la jambe, j'ai toujours encore quelques séquelles, hein, j'ai perdu l'hyperextension, j'ai quand même une cicatrice qui est encore très visible, mais je l'aime, c'est un rapport d'amour hein, qu'on a entre ma jambe et moi. Et parfois, je dis que c'est une des plus belles choses dans la vie qui me soit arrivée, cet accident-là. Parce que ça m'a permis de voir la vie différemment, ça m'a permis de vivre des choses que les autres ne connaissent pas. Enfin, c'est une force hein, de connaître. Savoir dans la vie, c'est une force. Avant, parler sans savoir, c'est pas beau ça. Moi, je sais. Je sais ce que c'est, j'ai vécu. Je sais ce que c'est que le ça fait mal. Parce que ça fait mal quand même. La catu fracture verte, franchement, ça fait mal. Mais je suis persuadé que c'est une chance dans la vie. Et je dis souvent que dans la vie, si tu es capable, à propos d'un événement, de dire grâce et pas à cause, alors tu as gagné. Alors tu as gagné. Prends un événement dans ta vie, tout le temps que tu diras à cause, alors continue à travailler. Le jour où tu dis grâce à ça, alors c'est bon. Et je dis grâce à mon accident, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je suis devenu cela. Et donc je me dis que c'est une force en fait. J'ai la chance d'avoir eu cet accident-là. Ouais. Waouh. Magnifique exemple de résilience et franchement super mindset. Ouais, juste génial. Et tu disais donc ça c'était en 2008, hein, c'est ça? 2008, ouais, c'est ça, ouais, 2008, Ok. juin Et donc 2008. Ouais. au final, quand je regarde tout ce que tu as fait derrière, même si tu dis que tu as encore aujourd'hui un peu des séquelles, Ouais. voilà, bon, je pense que c'est assez clair qu'en termes d'état d'esprit, tu t'es pas laissé. Au contraire, tu l'as accueilli, comme tu dis, cet événement. Parce que d'un point de vue performance, la liste est très très longue des épreuves que tu as enchaînées par la suite, après 2008. Donc, hyper inspirant. Ouais. Je suis vite reparti, puis après c'est reparti. Voilà, l'accident, j'en parle d'ailleurs pas très souvent, hein, parce que c'est aussi à moi. Je dirais que c'est un peu mon secret. C'est ça aussi. Parfois je dis ça, c'est un peu mon arme secrète. C'est moi j'ai la chance, j'ai une arme supplémentaire, c'est que j'ai cette jambe-là, quoi, que les autres n'ont pas. Et donc c'est une chance. Je pense que sans elle, parfois j'aurais fait demi-tour mais là, je me dis, faut aussi que je lui fasse plaisir, quoi. C'est un truc, il y a un rapport d'amour quoi, entre elle et moi parce que vraiment, elle aurait pas dû être là, elle devrait plus être là. Donc si elle était plus là, moi j'étais foutu. Donc elle a choisi de rester là et moi aussi. Et voilà. Enfin ouais, moi c'est une personne. Hein, ma jambe c'est une personne quoi. Ma jambe gauche, c'est une personne. Et tu sais Waouh. parfois les gens regardent, par exemple, quand je cours, parce que bon, j'ai garde un petit peu quelques séquelles dans la foulée, ça peut arriver que j'ai le pied qui rentre un peu. Et je vois bien le regard des gens. Et le regard des gens se tourne sur ma jambe, en fait. On me regarde un peu en disant, mais il court bizarre, lui. Mais en fait, ça, c'est un truc qui blesse un peu, parce que
parce que voilà, parce que j'ai galéré pour en arriver là, quoi. Voilà. Donc ça fait pas toujours très plaisir. Le jugement, tu sais, il est pas toujours très beau dans la vie. Ouais. Faut bien se garder de ça d'ailleurs. Le jugement, c'est pas beau ça. Voilà. Excellent. Waouh, punaise. Bah écoute Eric, j'ai l'impression qu'on a balayé quand même Merci. tout ton parcours, qu'on a pas mal parlé. Enfin moi j'ai trouvé ça juste et j'ai bu tes paroles sur tout ce qui, tu vois, tout ce que tu as pu nous partager sur l'état d'esprit, la préparation, la façon dont tu abordes ces épreuves qui sont quelque part un peu plus grandes que toi quand tu t'y inscris, mais à chaque fois dont tu arrives à aller au bout. Euh, Peut-être tu vois le mot de la fin pour toi, qu'est-ce que ce serait, qu'est-ce que tu auras envie de partager en guise de conclusion? Bien qu'il faut, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'il faut prendre conscience que, sauf erreur de ma part, on n'a qu'une vie. Et donc, il faut la construire, il faut imaginer chaque jour en fait. Il faut se lancer des défis, il faut partir à l'aventure, il faut se mettre en difficulté. Il ne faut pas hésiter à se mettre en difficulté dans le sens aller au-delà peut-être de ce qu'on pense être capable de faire. Et puis il faut essayer de partager et d'être dans la joie en fait. Accueillir toujours la joie et être toujours dans le dynamisme et dans la joie parce que il y a peu de place en fait il y a peu de place pour les faibles dans la vie. Il y a peu de place pour la tristesse et pour on verra ça plus tard. On n'a pas le temps pour ça. Donc à chacun d'être acteur. On est tous acteurs en fait dans sa vie. C'est ça aussi, c'est qu'à un moment tu attends quoi des autres? Tu attends quoi des autres? Tu attends tu, 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 tu attends une aide, mais c'est toi qui décides. Tu es acteur. On ne mesure même pas combien on est acteur de tout dans une journée. Tu es acteur de tout dans une journée, Loïc. Tu peux décider ce matin de faire la gueule. Tu es acteur. Mais tu peux décider aussi de ne plus faire la gueule. Tu peux être fâché avec ton voisin depuis 2 ans, mais tu peux décider ce matin que tu vas aller lui dire bonjour. Tu es acteur de ça. Tu es acteur de tout, de mettre ton réveil à 2 heures du matin si tu veux aller t'entraîner. Et pourquoi pas après tout? Et pourquoi pas? Et pourquoi faudrait faire comme les autres? C'est quoi cette norme-là? Et pourquoi pas? On est acteur de tout. Si tu prends conscience que tu es acteur de tout, alors tu y vas. Et puis tu fais du toi aussi, parce que attention à ça, à se dire oui, mais les autres, ils font pas, mais les autres, en fait, tu vois ce que je veux dire, les autres, quoi. À l'aube de ton dernier jour, il reste quoi des autres? Il reste rien, il reste ton cheminement à toi. Donc tu n'as pas le temps parce que les autres ne font pas, tu ne fais pas, parce que les autres pensent ça, Hmm. tu fais ça, parce que. Mais la norme, moi, j'ai un souci avec la norme, d'ailleurs, je suis un peu fâché avec elle, parce que la norme, bien souvent, bah voilà, je suis fâché dans le bon sens du terme, mais parce que elle et moi, on n'est pas copains, et dans des sujets qui sont parfois très personnels d'ailleurs. Mais j'ai un problème avec ça, parce qu'en fait, la norme, elle me correspond pas. Si elle me correspond pas, alors bah, je suis pas dans la norme. Bah, dis- dites-le comme ça, si vous voulez. Je suis pas dans la norme. Mais moi, ça me va. Avoir arrêté une carrière professionnelle alors qu'on te propose 2 ans de plus et un doublement de salaire, c'est pas normal. C'est pas dans la norme. Ben ouais, mais c'était comme ça en fait, tu vois, c'est pas la norme. Et donc attention à ça, détournez-vous de la norme. C'est pas grave la norme, on s'en fiche en fait. Fais du toi, du toi, du toi, du toi. Si tu Ouais. penses que c'est ton truc, alors vas-y. Et puis la dernière chose que je voulais dire aux gens, et je le dis souvent, c'est à chacun son Everest en fait. Ton podcast, qui est un podcast d'aventureux, n'ayez pas peur, vous auditeurs, de dire ah mais attendez, moi ces gens-là, c'est bien trop dur ce qu'ils font. Moi, je suis pas capable de faire ça. Donc, je suis pas un aventureux, donc je peux pas faire. L'aventure, elle est au pas de ta porte. L'aventure, elle est de décider ce soir de partir courir avec une frontale et de dire je rentre demain à 6 heures du matin. Tu vois le projet, Loïc? Tu vas courir toute la nuit. C'est pas beau, ça? C'est pas joli, ça? C'est génial. Pars. Ça, c'est pas une belle aventure, ça? Que je te propose? Va. L'aventure, elle est là, elle est au pas de ta porte. Tout est possible. Sauf qu'à un moment, il faut y aller. Et il n'y a pas de plus tard. T'y vas? Allez, bam, c'est parti. On y va, c'est parti. Et si tu comprends que c'est tout de suite ou jamais, et que tout est à ta portée, et qu'il faut faire du toi, alors ma foi, le sport, c'est extraordinaire. Le sport, c'est la vie sans sport, voilà, c'est difficile quand même, je pense. Voilà. Et à chacun son Everest, à chacun son niveau. On s'en fout de ça. La vitesse, c'est pas grave du tout. Ça, c'est pas grave du tout. C'est pas grave. De ne pas être un vainqueur, c'est pas grave.
Les plus belles aventures ne se racontent pas toujours avec une coupe et sur la plus haute marche du podium d'ailleurs. Je ne suis pas sûr que François Daen te décrive aussi bien son UTMB que le dernier est capable de te le raconter, je pense. Je pense C'est que clair. tu auras plus de frissons à écouter le dernier te raconter son UTMB, je pense. Ouais. Super message. Écoute, je te dirai combien d'auditeurs ou d'auditrices m'ont contacté pour me dire qu'ils sont partis courir à minuit et rentrer à 6h du mat après t'avoir écouté. J'espère, vraiment, je le souhaite. Écoute, je le souhaite. En tout cas, c'est possible. C'est possible. Voilà. Clairement. Voilà. Waouh, écoute, franchement, Eric, un immense merci. C'était juste génial, hyper inspirant, super énergisant. Donc, encore une fois, merci vraiment d'avoir pris le temps de venir nous raconter un petit peu ton parcours. Ce que je te propose, c'est que, évidemment, on reste en contact et puis pourquoi pas venir nous raconter dans une capsule comment s'est passé la Swiss Peak Trail alors. Bien sûr, avec plaisir, parce que je pense que je vais en vivre des vertes et des pas mûres, je pense. Mais je vais pas me laisser faire. Voilà. Ça, je vous le promets à tous. Je vais pas me laisser faire. Voilà. Excellent. Un immense merci Eric et à très bientôt alors. Merci Loïc. Merci à tous. À bientôt.